Je me suis réveillé en sentant le goût du sang dans ma bouche, ce goût métallique et âcre qui n'appartient qu'à la mort. Mon cœur, que je croyais arrêté pour toujours, battait à nouveau avec une violence qui me faisait trembler, comme si Dieu ou le diable avait décidé de me renvoyer en enfer avec un billet retour. Et là, dans le miroir fissuré de cette chambre d'hôtel miteuse à Paris, j'ai vu mon visage d'avant, 35 ans, pas encore marqué par les cicatrices de la trahison, mais déjà hanté par les ombres qui allaient me dévorer. Ma tante Élise avait ri, ce rire cristallin et faux qui résonnait encore dans mes oreilles, quand elle m'avait jeté dehors du bureau familial, l'entreprise est pour les vrais membres de la famille, Alexandre. Pas pour les bâtards qui mendient des miettes. Elle avait oublié ou feint d'oublier que c'était mon argent, emprunté à un usurier au bas-fond de Belleville, qui avait sauvé la parfumerie Moreau des griffes de la faillite en 2015. Et maintenant, je revenais, non pas pour pardonner, mais pour enterrer les siens vivants. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombres, m'avait toujours semblé un écrin pour nos rêves familiaux. La parfumerie Moreau, nichée au cœur du Marais, avec ses flacons de cristal gravés et ses essences rares venues des champs de lavande en Provence, représentait l'héritage de mon grand-père. Il l'avait fondée en 1928, après la Grande Guerre, avec l'idée naïve que les odeurs pouvaient guérir les âmes brisées. Moi, Alexandre Moreau, le neveu illégitime fruit d'une liaison fugace de mon père avec une modiste italienne, j'avais grandi dans l'ombre de ces flacons, inhalant les secrets qu'ils portaient. Mais ce matin de juin 2025, alors que je m'éveillais dans ce corps rajeuni de 10 ans, je n'étais plus le garçon naïf qui avait tout donné. J'étais un fantôme revenu des abysses, et ma première respiration était un serment de vengeance. Les souvenirs de ma mort me submergeaient comme une vague de jasmin pourri. C'était en 2035, après des années de descente aux enfers orchestrées par ma tante Élise. Elle, la veuve impeccablement coiffée, au tailleur Chanel qui masquait une âme de vipère, avait pris les rênes après la mort suspecte de mon oncle en 2020. Un accident de voiture sur l'autoroute A6, disaient les journaux. Mais je savais, maintenant que le voile était déchiré, elle avait trafiqué les freins, pour hériter du contrôle total. Élise n'était pas seulement ambitieuse, elle était une araignée tissant sa toile dans les couloirs feutrés de la famille. Mon père, son frère aîné, avait toujours été le faible, le rêveur qui préférait les poèmes de Baudelaire au bilan comptable. Il m'avait légué, dans son testament, une part symbolique de l'entreprise 5%, assez pour siéger au conseil, pas assez pour menacer. Mais Élise avait vu en moi une menace dès le berceau. Je me levai du lit défait, les draps imprégnés d'une sueur froide qui n'était pas la mienne. L'hôtel était le même que celui où j'avais passé ma dernière nuit, 10 ans dans le futur, un bouge anonyme près de la Seine, où les rats et les regrets se disputaient les murs. Dehors, la tour Eiffel scintillait sous un ciel d'azur, indifférente aux drames humains qui se jouaient à ses pieds. Je fouillais mes poches, mon portefeuille contenait encore les 5000 € que j'avais économisés pour injecter dans l'entreprise, et une lettre froissée de mon père, datée du 15 juin 2025. Alexandre, mon fils, Élise prépare un coup bas. Sauve-nous. Ces mots, que j'avais ignorés à l'époque, me brûlaient maintenant comme de l'acide. Je sortis dans les rues pavées du Marais, où les boutiques de luxe côtoyaient les boulangeries aux croissants dorés. L'air embaumait le café fraîchement moulu et les effluves de crottin de cheval des calèches touristiques. Mais pour moi, chaque parfum était un rappel, le musc lourd d'Élise, la rose fanée de ma mère disparue trop tôt. Je marchais jusqu'à la parfumerie, le cœur battant au rythme d'une valse macabre. La façade art déco, avec ses vitrines incurvées et ses lettres dorées Maison Moreau, brillait comme un joyau. À l'intérieur, les clients flânaient, inconscients du poison qui couvait. Élise était là, derrière le comptoir de marbre, rayonnante dans sa robe fourreau noire, un collier de perles soulignant son cou de cygne. Ses yeux verts, froids comme l'hiver normand, se posèrent sur moi avec une surprise feinte. Alexandre. Mon cher neveu, quel plaisir inattendu. Tu arrives pile pour la réunion du conseil. Sa voix était du velours empoisonné, et je dus me retenir pour ne pas lui arracher le sourire carnassier. Chère tante, répondis-je, ma voix plus assurée que je ne l'aurais cru, j'apporte des nouvelles qui pourraient parfumer nos délibérations. Je posai l'enveloppe contenant l'argent sur le comptoir, sentant son regard s'y attarder comme une louve sur une proie. À l'époque, j'avais cru que cet argent la sauverait, qu'il scellerait mon appartenance à la famille. Erreur fatale. Elle l'avait pris, m'avait remercié d'un baiser sur la joue, un baiser qui puait la trahison, puis avait utilisé les fonds pour racheter des parts minoritaires, diluant les miennes jusqu'à l'insignifiance. La réunion se tenait dans la salle du fond, une pièce lambrissée de chêne où les portraits de nos ancêtres nous toisaient depuis les murs. Mon cousin Louis,
le fils chéri d'Élise, était là, un bellâtre de 28 ans aux cheveux gominés et au sourire de requin. Il gérait les exportations vers l'Asie, mais je savais du futur qu'il détournait des fonds pour ses vices, casino à Macao, maîtresse à Bangkok. Et puis il y avait Margot, ma cousine, la douce Margot aux yeux de biche, qui croyait encore aux contes de fées familiaux. Elle était la seule à m'avoir défendu, en vain. Élise présidait, son alliance en or massif étincelant sous les lustres en cristal. Mesdames, messieurs, chers membres de la famille Moreau. Aujourd'hui, nous discutons de l'expansion, une nouvelle usine en Provence, pour concurrencer les géants italiens. Ces mots coulaient comme du miel, mais je voyais les fissures, les dettes cachées, les fournisseurs arnaqués, le scandale imminent avec l'autorité de la concurrence. Quand vint mon tour, je me levai, la gorge serrée par la rage contenue. Tante Élise, avant de rêver d'usine, rappelons-nous d'où nous venons. La parfumerie a frôlé la faillite en 2015. C'est un prêt extérieur en 500 000 €, à 18% d'intérêt qui l'a sauvé. Un prêt que j'ai contracté personnellement, hypothéquant ma part d'héritage. Les yeux d'Élise s'étrécirent, un tic imperceptible au coin de sa bouche. Louis ricana softly, mais Margot me regarda avec une lueur d'espoir. Alexandre, mon neveu généreux, roucoula Élise, nous t'avons remercié, n'est-ce pas? Mais l'entreprise est un vaisseau familial. Les dettes extérieures compliquent les choses. Elle glissa un document vers moi, un contrat de rachat de mes parts, à un prix dérisoire. Signe, et libère-toi de ce fardeau. À l'époque, j'avais signé, aveugle à la toile qui se resserrait. Aujourd'hui, je déchirais le papier sous leurs yeux ébahis. Non, tante. Cette fois, c'est toi qui signeras ton arrêt de mort. Les mots sortirent plus durs que prévu, et un silence de plomb s'abattit. Louis bondit, qu'est-ce que ça veut dire, ce délire? Mais Élise leva la main, son sourire intact. Calme-toi, Louis. Alexandre est émotif. Nous en reparlerons. Je quittai la salle, le cœur en feu, mais avec un plan naissant. La vengeance ne serait pas un coup d'éclat, ce serait une symphonie lente, empoisonnée comme nos parfums les plus rares. D'abord, fouiller les archives. Dans le sous-sol de la parfumerie, poussiéreux et oublié, se cachaient les dossiers de 2020, la mort de mon oncle. J'avais vu, dans le futur, les preuves à un mécanicien soudoyé, un virement bancaire anonyme. Mais cette fois, je les aurais avant qu'elle ne les brûle. La nuit tomba sur Paris comme un linceul. Je m'infiltrai par la porte de service, la clé que mon père m'avait donnée jadis encore fonctionnelle. Les étagères croulaient sous les cartons jaunis, odeur de papier moisi mêlée à des échantillons périmés de vétiver. Mes mains tremblaient en ouvrant le fichier accident en 2020. Là, une facture pour des pièces automobiles falsifiées, payées en liquide à un atelier de banlieue. Et un email effacé, mais récupérable sur un vieux ordinateur, Élise à un certain Monsieur Duval, frein défaillant. Discrétion assurée. 50 000 €. Mon sang se glaça. Ce n'était pas seulement de la trahison, c'était du meurtre. Et le pire, mon oncle n'était pas la première victime. Un rapport d'autopsie annexé mentionnait des traces de poison dans son sang du laurier rose, extrait de nos jardins provençaux. Élise avait empoisonné la famille depuis des décennies, éliminant les rivaux un par un. Mon grand-père? Un suicide en 1998. Mon père? Son cancer, accéléré par des médicaments qu'elle administrait. Je photocopiais tout, le cœur cognant comme un tambour de guerre. Mais au moment de partir, un bruit, des pas. Louis surgit de l'ombre, une lampe torche braquée sur moi. « Qu'est-ce que tu fous ici, cousin ?» Tante m'a dit de surveiller. Son ton était menaçant, mais ses yeux trahissaient la peur d'un pantin qui sait que sa marionnettiste pourrait le couper. Je récupère ce qui m'appartient, grognai-je, rangeant les documents dans ma veste. Il avança, poing serré, mais je le repoussai d'un coup d'épaule. Dis à Élise que le jeu commence. Et que cette fois, je connais les règles. Dehors, sous la pluie fine qui lavait les rues de Montmartre, je courus vers mon appartement rue des Abbesses. Là, seul avec une bouteille de cognac et les ombres dansantes de la lampe, je traçai mon plan. Étape 1, semer le doute. Envoyer anonymement une copie des preuves à Margot, la brebis galeuse de la famille. Elle douterait, fouillerait, et le verre serait dans le fruit. Étape 2, ruiner financièrement. Contacter l'usurier de Belleville, un Algérien bourru nommé Karim, qui me devait une faveur du futur et exiger le remboursement immédiat,
avec intérêt composé. Élise paierait, ou la parfumerie coulerait. Mais la vengeance a un prix. Tandis que je sirotais mon verre, un flash, dans le futur, après avoir été évincé, j'avais sombré. Alcool, dette, une femme aimée au clair, une parfumeuse talentueuse qui m'avait quitté pour Louis, attirée par son éclat factice. Et ma mort, un saut de la tour Montparnasse, après avoir découvert qu'Élise avait falsifié mon ADN pour me déclarer non moraux, me dépouillant de tout. Non, cette fois, je les briserai d'abord. Le lendemain, Margot m'appela, voix chevrotante, Alexandre, ces documents. C'est vrai? Tante Élise. Un meurtre? Je souris dans le vide. Creuse, cousine. Et rejoins-moi ce soir au Procope. On va parfumer cette famille d'un nouveau bouquet, celui de la vérité. Au café Procope, bastion des Lumières où Voltaire sirotait son absinthe, nous nous assîmes sous les portraits jaunis. Margot, avec ses boucles châtaines et son air de Madeleine éplorée, posa les copies sur la table. J'ai vérifié l'email. C'est son adresse IP, celle de la maison de Provence. Ses yeux s'embuaient. Mais pourquoi? Oncle Henri l'aimait tant. Parce qu'elle est un monstre, Margot. Et toi, tu es la clé. Tu as accès à ses comptes, en tant que comptable adjointe. Elle hésita, mordillant sa lèvre un geste si français, si parisien dans sa vulnérabilité. C'est illégal, Alexandre. De la fraude. Et le meurtre, c'est légal, répliquai-je, ma voix un murmure tranchant. Elle baissa les yeux, vaincue. D'accord. Mais si on se fait prendre? On ne se fera pas prendre. Je lui serrai la main, sentant pour la première fois une alliance fragile. Mais au fond de moi, un doute, Margot était-elle vraiment innocente? Dans le futur, elle avait hérité après ma chute. Était-elle complice, ou victime comme moi? Les jours suivants furent une danse sur le fil du rasoir. J'infiltrai les réunions du conseil, posant des questions anodines qui égratignaient l'armure d'Élise. Et ses dettes à l'usurier, tante? 18%, c'est du racket. Elle balayait d'un rire exagéré, mon neveu. Tout est sous contrôle. Mais je voyais la sueur perler sur son front poudré. Karim, l'usurier, fut mon premier allié. Dans son bureau enfumé de Belleville, entouré de tapis persans et d'odeurs d'épices, il me reçut avec un sourire édenté. Alexandre, mon frère, tu reviens des morts? Ce prêt, il est toujours valide. Je hochai la tête. Exige le paiement immédiat. Élise paiera, ou je témoigne contre toi pour tes activités annexes. Il rit, un grondement de tonnerre. Tu joues dur, hein? D'accord. Mais si elle mord, c'est toi qui saignes. La lettre arriva une semaine plus tard, huissier de justice, scellé en rouge. Remboursement exigé, 750 000 €, sous 48 heures. Élise me convoqua dans son bureau, au sommet de la parfumerie, avec vue sur Notre-Dame. Que as-tu fait, siffla-t-elle, son masque craquelant enfin. Cet argent est à moi. Tu m'as piégé, petit bâtard. Je m'assis, croisa les jambes, savourant sa fureur. À toi. C'est mon sang qu'il a versé, tante. Et maintenant, tu vas payer. Littéralement. Elle se leva, contourna le bureau, son parfum un mélange de tubéreuse et de fiel m'étouffant. Tu crois me menacer? J'ai enterré pire que toi. Ton père, ton oncle. Et toi, tu seras le prochain. Ces mots étaient un aveu, suspendu dans l'air comme une goutte de poison. Je sortis mon téléphone, l'enregistrement tournant. Parfait. Dis-m'en plus. Pour la postérité. Elle blêmit, recula. Sors d'ici. Ou je te jure, Louis te brisera les os. Mais le mal était fait. J'avais la preuve vocale, jointe au document. La toile se resserrait. Pourtant, la nuit, les cauchemars me hantaient, Claire, mon amour perdu, riant au bras de Louis. Je l'appelais dans cette timeline, nous étions encore ensemble, fragiles. Alexandre, tu sembles distant. Qu'est-ce qui se passe? Sa voix, douce comme la vanille de Tahiti, me brisa. Rien, ma chérie. Juste. La famille. Mais je savais, pour la venger aussi, je devais aller plus loin. Briser Louis, exposer ses vices. Le twist vint plus tôt que prévu. Margot m'avoua,
au Procope bis, les larmes coulant, Alexandre, j'ai trouvé un autre dossier. Élise n'est pas ta tante. Elle est ta mère. Le monde bascula. Mon père avait menti, Élise, la vipère, m'avait conçu dans l'ombre, puis rejeté pour protéger son mariage. Le bâtard n'était pas une malédiction, c'était son secret le plus noir. La rage se mua en quelque chose de plus profond, de plus français, une tragédie racinienne, où le sang appelle le sang. Alors, murmurai-je, elle paiera double. Ce révélation me frappa comme un coup de phèdre, cette passion incestueuse et maudite qui hante les tragédies françaises. Élise, ma mère? Les pièces du puzzle s'emboîtaient avec une cruauté shakespearienne, son aversion pour moi n'était pas du mépris aristocratique, mais de la haine envers le miroir de sa faute. Mon père, l'homme doux qui m'avait élevé, n'était qu'un prête-nom, un bouclier pour son adultère. Et le meurtre de mon oncle? Une façon d'effacer les témoins, car il avait surpris leurs murmures dans les vignes de Provence. Je passais la nuit à errer le long de la Seine, les lumières des ponts dansant sur l'eau noire comme des spectres moqueurs. Paris, ville d'amours impossibles et de vengeances froides, semblait complice de mon tourment. Des couples s'embrassaient sous les arches du Pont-Neuf, indifférents à mon chaos intérieur. Comment Élise avait-elle pu me regarder dans les yeux, jour après jour, et feindre l'indifférence? Pire, m'empoisonner d'aversion, me poussant à l'autodestruction dans ma vie précédente. Le lendemain, armé de cette bombe, je décidai d'accélérer. D'abord, Claire. Nous nous vîmes dans notre petit appartement de Montmartre, avec ses toits en zinc et ses vues sur le Sacré-Cœur. Elle était là, en robe de coton fleuri, mélangeant des huiles essentielles pour un nouveau parfum, éternité perdue, ironie du sort. Alexandre, tu as l'air d'un fantôme. Parle-moi. Je la pris dans mes bras, inhalant son odeur de lys frais, et tout déversa, la résurrection, les trahisons, le secret maternel. Elle recula, yeux écarquillés. Tu es fou? Ressuscité? C'est un délire post-traumatique. Mais je lui montrai les documents, l'enregistrement. Sa main tremblait en écoutant la voix d'Élise, je t'ai créé, et je t'effacerai. Claire pâlit, puis pleura. Mon Dieu, Alexandre. Et Louis. Il m'a dragué l'autre jour, au conseil. Si je n'avais pas été fidèle. La jalousie me tordit les tripes. Dans le futur, elle avait craqué, attirée par son charisme toxique. Ne le laisse pas approcher, suppliai-je. Aide-moi. Utilise ton talent, crée un parfum qui expose leurs mensonges. Elle hocha la tête, les yeux brillants de défi. Un poison olfactif. Quelque chose qui évoque la pourriture sous la fleur. Pendant ce temps, la pression montait à la parfumerie. L'huissier revint, et Élise dut hypothéquer la maison de Provence pour payer Karim. Je la vis, pour la première fois, brisée, appelant les banquiers, voix chevrotante au téléphone. Louis, furieux, me coinça dans les coulisses. C'est toi, hein? Le prêt, les fuites. Tante dit que tu es un traître. Il me plaqua contre le mur, son souffle alcoolisé où il buvait déjà, ce vice qu'il cacherait mal. Traître? Je ris, un rire amer comme l'absinthe. Regarde-toi, cousin. Tes voyages en Asie? Pas pour les contrats, mais pour les dettes de jeu. J'ai les relevés bancaires, Louis. 1 million détournés. C'était un bluff, Margot me les avait promis, mais il blêmit, me lâchant. Tu mens. Je te tuerai pour ça. Essaie de défier-je. Mais souviens-toi, le sang Moreau est maudit. Et le tien coule du même poison. Margot, de son côté, creusait. Elle m'envoya des scans, des transferts vers des comptes offshore, au nom d'une société écran Élysée Parfum. Élise blanchissait de l'argent des pots de vin de fournisseurs chinois, pour des essences frelatées. La parfumerie, symbole de pureté, était une façade pour la corruption. Alexandre, écrivit-elle, je l'ai confrontée. Elle a nié, mais ses yeux. Elle sait que je sais. J'ai peur. Protège-toi, répondis-je. Et prépare-toi, la contre-attaque arrive. La mienne fut subtile, à la française, une fuite aux médias. Un journaliste du Monde, un ami de Claire nommé Julien, reçut un dossier anonyme, scandale chez Maison Moreau au meurtre et corruption au cœur de la parfumerie parisienne. Les gros titres éclatèrent le lendemain, l'héritière empoisonneuse. Secret noir de la famille Moreau. Élise appela une conférence de presse, son visage un masque de dignité outragée.
Calomnie. Mon neveu, Alexandre, est un mythomane rongé par la jalousie. Mais le doute s'insinuait. Les actions de la société cotées en bourse depuis 2010 chutèrent de 15%. Les clients annulaient, les fournisseurs exigeaient paiement cash. Louis, paniqué, tenta de m'intimider, un appel nocturne, voix déformée, abandonne, ou Claire paie. Je raccrochai, le cœur serré, et installai des caméras chez nous. Claire, fidèle à sa promesse, livra le parfum, ombre maternelle. Un mélange de rose noire, de cyprès et d'une note synthétique imitant le laurier rose toxique en concentration élevée. Inodore au premier sniff, expliqua-t-elle, Mélisse sature l'air, évoque la trahison. Parfait pour piéger Élise. Nous l'infusâmes dans un flacon spécial, destiné à la réunion du conseil. Ce soir-là, la parfumerie bruissait de tension. Élise, flanquée de Louis et d'avocats en costard, présidait. Margot arriva en dernier, pâle comme un spectre. Je m'assis en face, le flacon caché dans ma poche. Tante, commençai-je, face aux rumeurs, proposons une réconciliation. Un nouveau parfum, symbole d'unité. Je sortis le flacon, vaporisé légèrement. L'odeur se répandit, subtile d'abord, puis oppressante, comme un linceul qui s'alourdit. Élise renifla, fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Ça sent. La mort. Louis toussa, irrité, Margot couvrit son nez. Et là, le twist, Élise se leva d'un bond, empoignant le flacon. C'est du poison. Tu essaies de me tuer, comme je t'ai tué dans ta vie passée? Ces mots échappèrent, un aveu public. Le silence fut brisé par les flashs des photographes. J'avais invité Julien discrètement. Chaos. Élise hurla, il ment. Il est fou. Mais Louis, sentant le vent tourner, s'effondra, maman. Les jeux, l'argent. C'est toi qui m'as poussé. La famille se fissura en direct, retransmis par les réseaux. Margot s'enfuit en pleurs, Claire, depuis la porte, me fit un signe fier, amoureuse. Mais la vengeance n'est jamais propre. Cette nuit, alors que les sirènes hurlaient vers la parfumerie, Élise m'envoya un message, viens seule à Provence. Où Margot meurt. Le piège se refermait. Je pris la TGV, le cœur lourd, sachant que le sang appelait le sang. À la villa, sous les cyprès centenaires, Élise m'attendait, un verre de pastis à la main. Mon fils, dit-elle, sans haine pour la première fois. Je t'ai rejeté pour te protéger. Ton père ou ton vrai père était un monstre. Il m'a violé, en 1989. Tu es son fruit maudit. Le choc me cloua. Et les meurtres, murmurai-je. Pour survivre. Ton grand-père savait, ton oncle aussi. La famille est une prison, Alexandre. Joins-toi à moi, ou péris. Ses yeux imploraient, un moment de vulnérabilité racinienne. Je hésitais aux décisions controversées, pardonner? Non. Trop tard, mère. Je sortis le vrai poison, celui du laurier rose, et le versai dans son verre. Elle but, stoïque. Alors, nous tombons ensemble. Le poison agissait lentement, comme une tragédie en 5 actes, laissant le temps pour les confessions. Élise s'effondra dans un fauteuil provençal, les vignes murmurant dehors sous la lune gibbeuse. Tu ne sais pas, Alexandre. Le viol. Ce n'était pas ton grand-père. C'était ton oncle Henri. Mon mari. Il m'a forcé, la nuit de notre mariage, ivre de champagne et de pouvoir. Ces mots étaient un venin plus fort que le laurier rose, dissolvant mes certitudes. Henri, le saint de la famille, le veuf inconsolable? Et moi, j'ai vengé en silence. Frein trafiqué, dose dans son vin. Pour toi, mon enfant rejeté. Je reculais, le monde chavirant. Était-ce la vérité, ou le dernier mensonge d'une mourante? Pourquoi me haïr, alors? Elle rit, un râle humide. Pas de la haine. De la peur. Tu lui ressemblais tant en ses yeux, ce feu. Chaque fois que je te voyais, c'était lui qui revenait. Le laurier rose rosissait ses lèvres, elle tendit la main. Tue-moi, fils. Mais sauve la parfumerie. Elle est tienne. Je partis sans un mot, la laissant agoniser sous les étoiles. Le TGV de retour à Paris fut un tunnel de tourments, avais-je commis un meurtre? La vengeance, ce plat français servi froid, avait un goût de cendre. Claire m'attendait à la gare, inquiète. Où étais-tu?
Les flics fouillent la parfumerie. Je l'embrassai, fiévreux. C'est fini. Élise. Confesse tout. Les jours suivants furent un maelstrom judiciaire. L'article du Monde enflamma les tabloïds, inceste, meurtre et parfum empoisonné, la chute des Moreau. Louis fut arrêté pour détournement, Margot, témoin clé, protégée par un programme de témoins. Elle m'appela, Alexandre, elle est morte. Suicide, disent-ils. Mais le poison. C'était toi. Je niais, la voix brisée. Non. Le karma. Mais le doute rongeait. Les analyses toxicologiques confirmèrent le laurier rose aux traces dans son autopsie. Et mon ADN, exhumé des archives, prouva le lien, Élise était bien ma mère. Le scandale éclaboussa Paris, manifestation devant la parfumerie, boycott des produits maudits. Claire et moi dûmes nous cacher dans un hôtel du 16e arrondissement, où les bourgeois feignaient l'ignorance. Pourtant, au milieu du chaos, une opportunité, les actionnaires, paniqués, me portèrent au conseil. Alexandre Moreau, le survivant, le vengeur. Ironie, j'héritais de l'empire que j'avais failli détruire. Mais les décisions à venir étaient piégées de dilemmes moraux. Dois-je fermer l'usine de Provence, source des poisons d'Élise, au risque de licenciement massif? Ou la garder, perpétuant le legs toxique? La première crise fut financière. Karim, l'usurier, réclama son dû sur les restes de la société. Ton piège a marché, mais maintenant, paie-moi. Je négociais dans son bureau, entouré de gardes du corps tatoués. Karim, un partenariat, tes fonds pour nos exportations clean. Ou je balance tes livres aux flics. Il accepta, grinçant des dents, une alliance contre nature, entre mondes souterrains. Claire, mon encre, proposa un renouveau, une ligne de parfum rédemption, à base d'ingrédients éthiques, sans secret. Transforme la malédiction en miracle, Alexandre. Nous travaillâmes nuits entières, mélangeant bergamote et safran, évoquant la résurrection. Mais Louis, libéré sous caution, rôdait. Une nuit, il força notre porte, un couteau à la main. Tu as tué maman. Pour l'héritage, bâtard. Claire hurla, je me jetai sur lui, nous roulant au sol dans un balai de haine fraternelle. Frère, sifflai-je, réalisant le lien au demi-frère, fruit légitime d'Élise. Le couteau trancha mon bras, sang sur le tapis perçant. Claire assomma Louis d'un flacon aux ironies olfactives. La police l'embarqua, pleurnichant, il a tout volé. À l'hôpital, bandé et fiévreux, je fis mon choix controversé, témoigner contre lui, non pour vengeance, mais justice. Louis Moreau, complice de corruption. Le procès fut un cirque, avocat en perruque, flashs incessants. Margot, en témoin, craqua, Élise m'a forcé à falsifier les comptes. J'étais sa marionnette. Elle s'effondra, révélant son propre secret, enceinte de Louis, un inceste consanguin caché. Le scandale culmina au tribunal de Paris, sous les dorures de la justice. Le juge, un vieil homme aux lunettes pincées, prononça « La famille Moreau incarne la décadence française, ambition dévorante, secrets empoisonnés. » Louis écopa de 10 ans, moi, absous, mais marqué. Pourtant, le vrai twist guettait dans l'ombre. Une lettre d'Élise, posthume, arriva, mon fils, le poison que je t'ai donné n'était pas physique. C'était l'héritage, la capacité à tuer pour survivre. Ne répète pas mes erreurs. Ou fais-le, et rejoins-moi en enfer. Était-ce un pardon, ou une malédiction? Je choisis la rédemption. Fermer l'usine toxique, relancer avec des emplois verts en Provence. Claire et moi nous mariâmes discrètement, à la mairie du 4e, avec Margot comme témoin de sa grossesse, gardée, un nouveau départ. Mais la nuit, les ombres persistaient. Paris, avec ses lumières éternelles, me rappelait, la vengeance sauve, mais ne guérit pas. 1 an plus tard, la parfumerie renaissait, Moreau Renaissance. Les flacons brillaient, purs. Mais au lancement, un parfum anonyme arriva, fils maudit, odeur de laurier rose. Expéditeur, inconnu. Louis, de prison. Ou pire, un autre secret familial. Le flacon au fils maudit trônait sur mon bureau comme un présage de Racine, annonçant une passion funeste inachevée. J'hésitais à l'ouvrir, sentant déjà l'âcreté du laurier rose à travers le verre. Claire, enceinte de 3 mois, posa sa main sur mon épaule. Jette-le, Alexandre. Les fantômes ne méritent pas de place dans notre futur. Mais la curiosité au service français,
héritage de Proust l'emporta. Une pulvérisation, l'odeur m'assaillit, évoquant non seulement le poison, mais un souvenir enfoui. Pas d'Élise, mais de mon père le faux père me murmurant enfant, ton vrai sang est un fardeau, fiston. Cache-le. Paris, en cet automne 2026, bruissait de feuilles mortes et de rumeurs persistantes. La parfumerie avait rebondi, nos ventes triplant grâce à la ligne Renaissance, un marketing astucieux sur le thème de la résurrection, clin d'œil à mon histoire sans en révéler trop. Les critiques du Figaro louaient, Moreau renaît des cendres, plus pur que jamais. Mais les ombres familiales s'allongeaient. Margot, désormais mère célibataire, vivait recluse à Lyon, fuyant les paparazzis. Louis, en cellule à Fresnes, m'envoyait des lettres venimeuses, tu n'es qu'un imposteur. Maman t'a créé pour détruire, et tu as réussi. Le vrai danger émergea lors d'une inspection surprise de l'autorité de la concurrence. Un inspecteur sec, prénommé Bertrand, fouilla nos archives. Monsieur Moreau, des irrégularités persistent. Transferts offshore, datant d'avant votre prise de pouvoir. Je sentis le piège, Élise avait semé des mines, pour que son empire s'effondre même après sa mort. Ce sont des reliques du passé, plaidait je. J'ai tout nettoyé. Il sourit, carnassier. Pas tout. Un compte à Genève, au nom d'un grave Moreau vous? Mon sang se figea. Non, c'était le mien, un compte secret que j'avais ouvert dans le futur, pour cacher des fonds volés à l'entreprise après ma chute. Comment? La résurrection n'avait-elle pas effacé les traces? Ou pire, avais-je, inconsciemment, recréé le vice? Claire, sentant ma détresse, creusa. Alexandre, ce compte. Il existe depuis 2025. Avantal mort. Point. Le twist me frappa, la boucle temporelle. En revenant, j'avais non seulement sauvé l'entreprise, mais ravivé mes propres ténèbres. J'étais le bâtard, mais aussi le corrompu en herbe. La décision controversée vint, fermer le compte, ou l'utiliser pour contrer Bertrand. Il réclamait un pot de vin, subtil, une donation à ma fondation, disons 100 000 €. Refuser signifiait une amende ruineuse, accepter, trahir mon serment de pureté. Je choisis le gris moral, payer, mais enregistrer la transaction. Maintenant, tu es mon pantin, dis-je à Bertrand, dans un café du quartier latin. Il blêmit. Chantage? Vous êtes comme elle. Non, répliquai-je. Mieux. Car je sais me repentir. Mais le passé mordait plus fort. Une nuit, un appel anonyme, Alexandre, c'est Margot. Louis s'est évadé. Il vient pour toi et le bébé. Panique. Nous barricadâmes l'appartement, Claire tremblante. Pourquoi nous, Alexandre? Ton retour a tout réveillé. Je l'admis enfin, ma résurrection n'est pas un don. C'est une malédiction. J'ai tué Élise, et maintenant, le cycle continue. Louis surgit à l'aube, silhouette déguenillée dans la brume matinale. Il força la porte, un pistolet volé à la main, arme illégale, vestige de ses trafics asiatiques. Frère. Tu as tout pris, maman, l'entreprise, même ma sœur. Claire hurla, je me jetai devant elle, le métal froid contre ma tempe. Louis, écoute. Élise nous a tous pourris. Henri l'a violée, elle nous a élevés dans le mensonge. Lâche prise. Il hésita, larmes coulant. Elle m'a dit, avant de mourir, protège la famille, même du sang maudit. Un moment suspendu, comme dans un film de Godard, tension existentielle. Puis, le coup partit, effleurant mon épaule. Claire, héroïne inattendue, le frappa d'une lampe. Il s'effondra, gémissant, finissons en « frère. Tue-moi, comme elle ». La police l'arrêta, il avoua tout, ses dettes, ses complicités. Au procès-bi, il implora, Alexandre, pardonne. Nous sommes les ombres d'Élise. Je témoignai pour la clémence aux décisions qui fit scandale, le vengeur devient miséricordieux. Les tabloïds hurlèrent à la faiblesse. Pourtant, la paix fut éphémère. Le bébé naquit en mars 2027, une fille prénommée Élise, l'ironie de Claire, pour exorciser le nom. Mais lors du baptême, à Saint-Sulpice, un prêtre murmura, votre famille porte la marque du diable, monsieur Moreau. Repentez-vous. Était-ce un avertissement, ou la paranoïa? Le climax financier arriva, une OPA hostile d'un concurrent italien, sentant la faiblesse. Ils offraient le double, mais à prix de tout avaler, nos secrets inclus.
Réunion d'urgence au Conseil, Margot, revenue, vota contre. Vent, Alexandre. C'est maudit. Mais je refusai, par orgueil français, la maison Moreau est immortelle. La bataille boursière fut féroce, coup en bourse, fuite de scandale. Je contre-attaquai avec un partenariat surprise, Karim, légalisé, injecta des fonds halal pour l'expansion en Afrique du Nord. Tu me dois, Moreau, grognatait-il. L'OPA échoua, nos actions grimpèrent. Mais le twist final personnel, fouillant les effets d'Élise, je trouvai un journal. 1989, violé par Henri. 1990, Alexandre né, caché chez mon frère. 2025, il revient, comme une boucle. Je l'ai empoisonné d'avance un sérum dans son sang, activé par le stress. Il mourra à nouveau, en 2035. Le choc, ma mort future n'était pas suicide, mais meurtre lent, planifié dès la naissance. Je courus chez un médecin, test sanguin, traces infimes du sérum. Claire pleura, combien de temps? 10 ans. Mais maintenant, je sais. La vengeance ultime, contre moi-même? Non. Je décidai de guérir, thérapie, antidotes expérimentaux. Nous vaincrons ensemble, dit Claire. Paris, témoin indifférent, continua sa valse. La parfumerie prospéra, mais je portais le poids, héros ou monstre. Les années s'écoulèrent comme un parfum qui s'évapore, laissant des traces fugaces sur la peau du temps. 2035 approchait, l'année maudite, et avec elle, le spectre de ma seconde mort. Les antidotes, un cocktail expérimental de chélateurs et d'herbes ayurvédiques, prescrit par un médecin discret de la PHP me maintenait en vie, mais le doute persistait, étais-je vraiment libre, ou simple pion dans la toile d'Élise? Claire, ma phèdre rédemptrice, élevait notre fille Élise avec une tendresse farouche, ignorant les ombres qui dansaient dans mes yeux. Regarde-la, Alexandre. Elle est la preuve que le sang peut purifier. La parfumerie Moreau était devenue un empire, boutique à New York, Dubaï, collaboration avec des nés comme Jean-Claude Elena. Margot, guérie de ses tourments, gérait la branche Provence, transformant les jardins empoisonnés en vergers bio. Louis, libéré en 2032 pour bonne conduite, vivait reclus à Marseille, écrivant des mémoires anonymes L'ombre des fleurs, un best-seller voilé qui disséquait notre folie familiale sans nom. Il m'écrivit une fois, « Frère, le pardon est un poison plus lent. » Mais il guérit. Pourtant, la tension culmina en 2034, lors d'un gala au Louvre. Paris, en robe de gala, scintillait sous les pyramides de verre, robe de Dior, rire mondain, bulle de champagne. J'y présentais Résurrection éternelle, un parfum censé défier la mort olfactive aux notes persistantes de oud et d'ambre gris. Élise Junior, 8 ans, trottinait en velours, innocente. Mais au milieu des toasts, un homme s'approcha, Bertrand, l'inspecteur corrompu, vieilli mais vindicatif. Moreau, votre chantage m'a ruiné. Ma fondation n'était qu'un écran pour mes dettes. Maintenant, je révèle tout, le pot de vin, le compte suisse. Son souffle puait le vin aigre, ses yeux brillaient de haine. Allez-y, défiez-je, calme comme un Balzac face à la canaille. Les médias adorent les comebacks. Mais il sortit une clé USB, pas seulement ça. J'ai les originaux du journal d'Élise. Le viol, le sérum dans votre sang. Vous êtes un mort-vivant, Moreau. Le cœur me manqua littéralement, une pointe dans la poitrine, vestige du poison. Claire, sentant le drame, intervint, monsieur, partez. Où c'est la police? Il ricana, mais un flash, Margot, surgissant avec des agents de sécurité. Bertrand, vous êtes en état d'arrestation. Extorsion. Elle avait anticipé, mon ange gardien. Le gala continua, mais pour moi, c'était l'acte final. Plus tard, dans les jardins des Tuileries, sous la pluie fine, je confrontais mon destin. Claire, si je meurs en 2035, promets de protéger Élise de cette malédiction. Elle pleura, furieuse. Tu ne mourras pas. Nous luttons. L'antidote final arriva par un coup de théâtre, un chercheur de l'INSERM, contacté via Karim, qui s'était reconverti en philanthrope, synthétisa un neutraliseur. Injection en décembre 2034, dans une clinique anonyme près de la Sorbonne. Ça marche à 90%, dit le docteur. Le reste dépend de votre âme. 2035 Daona, anniversaire de ma mort passée. Je me réveillai en sueur, mais vivant. Le miroir montra un homme de 45 ans, ridé mais entier. Pas de seau, pas de faim.
La boucle était brisée ou du moins tordue. Le épilogue se joua à Provence, dans la villa hantée. La famille au complet, Margot, Louis, réconciliés, sobres, Élise Junior courant dans les vignes. Nous brûlâmes les restes des dossiers, les flacons maudits, sous un ciel provençal azur. À la mémoire d'Élise, dis-je, ambigu. Qu'elle repose en paix ou en tourment. Louis hocha la tête. Elle nous a tous trahis, mais aimés à sa façon tordue. Margot versa une larme, et nous, avons-nous été meilleurs? Claire serra ma main, oui. Parce que nous choisissons la vie. Paris, au loin, scintillait. La vengeance, ce roman français de l'âme, s'achevait non en triomphe tonitruant, mais en une quiétude fragile, un happy end teinté de BKCH, où les ombres familiales s'estompent, mais ne disparaissent jamais. J'inhalais l'air, lavande pure, sans poison. Pour la première fois, je respirais libre. Et dans le vent, un murmure, bien joué, fils. Mais souviens-toi, les parfums mentent toujours un peu.